Nous avons vu au cours de la session précédente que les volcans représentaient une partie extrêmement faible des pertes d'énergie de la Terre. Mais nous allons découvrir dans cette seconde partie du chapitre qu'il n'en reste pas moins un marqueur majeur de la manifestation la plus importante de la dynamique interne de la Terre, la tectonique des plaques. La Terre n'est pas un corps homogène, c'est une planète différenciée, dont la structure peut être décrite, au premier ordre, comme un emboîtement de coquilles sphériques. On trouve, au centre de la Terre, à 6370 km de profondeur, le noyau solide que l'on appelle la graine, entouré du noyau externe, liquide, qui s'étend de 5150 à 2900 km de profondeur. Les noyaux solides et liquides sont composés d'un alliage métallique, contenant environ 85% de fer, 5% de nickel et quelques pourcents de silicium, d'oxygène et de soufre. Au-dessus du noyau se trouve ce que l'on appelle le manteau, qui forme la partie silicatée de la Terre, c'est-à-dire formée principalement de silicates. Les silicates étant des minéraux constitués de tétraèdres ou d'octaèdres de silicium et d'oxygène, combinés à divers éléments, fer, magnésium, calcium et aluminium pour les plus importants. Le manteau est lui-même divisé en deux. Entre 2900 km et 670 km se trouve le manteau inférieur, contenant majoritairement de la brigmanite, que l'on appelait il y a peu encore pérovskite, plus un oxyde de fer et de magnésium, la magnésiobustite. Vient ensuite, au-dessus de 670 km de profondeur, le manteau supérieur, au sein duquel le volcanisme prend sa source et sur lequel nous allons revenir plus en détail dans un instant. On trouve enfin, au-dessus du manteau supérieur, la croûte terrestre, épaisse de 7 km en moyenne dans les océans et de 30 km en moyenne dans les continents. La croûte terrestre est plus légère que le manteau. En raison de sa faible densité, la croûte continentale en particulier tend à se maintenir à la surface du globe, où elle va enregistrer les grands événements tectoniques ou climatiques décrivant l'histoire géologique de notre planète. C'est ce que le géochimiste Claude Allègre avait résumé par la formule « l'écume de la Terre ». Mais revenons maintenant au manteau supérieur. Celui-ci contient principalement trois types de silicates. Le plus abondant des trois, qui forment de 2/3 à 3/4 du total, est l'olivine, de composition chimique FeMg2 fois SiO4. Pyroxène, de composition MgFeCa SiO3, arrivent en second. Ils représentent environ un quart du manteau supérieur. Les quelques pourcents restants consistent en ce que l'on appelle un aluminosilicate, c'est-à-dire un silicate contenant de l'aluminium, du calcium, voire du sodium. Ce minéral change de structure et de nom en fonction de la profondeur. Il peut être du plagioclase, du spinel ou du grenat. La composition moyenne du manteau, obtenue en faisant la somme des minéraux précédents, est appelée une pyrolite. Cette roche est la source des laves émises par les volcans. Nous y reviendrons un peu plus tard dans le cours. Après avoir présenté la chimie du manteau, intéressons-nous maintenant à son état physique. Contrairement à sa situation lors des premiers âges de la Terre, le manteau terrestre est aujourd'hui solide. Ce n'est donc surtout pas un océan de magma sur lequel flotteraient des continents à la dérive. On sait cela grâce à l'étude de la propagation des ondes sismiques. Lorsqu'un tremblement de terre se produit à la surface de la Terre, l'énergie qu'il émet se disperse sous forme d'ondes mécaniques, selon un principe physique proche de celui des ronds dans l'eau générés par un caillou. Deux types d'ondes sont générées par un tremblement de terre. Des ondes de compression, appelées ondes P, et des ondes de cisaillement, appelées ondes S. La particularité des ondes S est qu'elles ne se propagent pas dans les liquides. Or, les mesures réalisées par les stations sismiques démontrent que les ondes S se propagent dans le manteau de la Terre et qu'elles ne se propagent pas dans le noyau externe.
Ceci démontre que si le noyau externe est liquide, le manteau est quant à lui solide. Comment alors se refroidit ce manteau solide? On pourrait imaginer qu'il se refroidit comme le fût d'un canon, par conduction, c'est-à-dire un transfert de chaleur au niveau atomique, de proche en proche, sans mouvement global de la matière. Mais à l'échelle des temps géologiques, le manteau est un solide bien particulier qui en fait se déforme et s'écoule comme un fluide extrêmement visqueux. Et tout comme un fluide, le manteau peut ainsi se refroidir par convection, c'est-à-dire un mode de transfert thermique impliquant des mouvements de la matière. Cette déformation visqueuse d'un solide est également appelée fluage. C'est le mécanisme de fluage qui permet aux glaciers de s'écouler comme de véritables rivières du haut des montagnes vers les vallées, mais à une vitesse très lente, bien sûr. La capacité d'un fluide à s'écouler est mesurée par sa viscosité, mu, propriété exprimée en pascal seconde. L'eau, par exemple, avec une viscosité de 1 millipascal seconde, est beaucoup moins visqueuse que le miel, dont la viscosité peut dépasser 10 pascal seconde. La viscosité de la glace est quant à elle de 10 000 milliards de pascal seconde, contre seulement 1 million de pascal seconde pour une lave de type basaltique. La viscosité du manteau ne se mesure pas en laboratoire. Elle est obtenue en mesurant par exemple la vitesse de remontée de la ligne du rivage en Scandinavie depuis la fin du dernier âge glaciaire, ce que l'on nomme le rebond post-glaciaire. Le principe de la mesure est en fait simple. Pendant la période glaciaire, une calotte de glace recouvrait la Scandinavie, et cette charge entraînait une flexure de la surface de la Terre, encore appelée subsidence. Cette flexure est en fait équivalente à celle d'une étagère qui ploie sous le poids des livres. À la fin de la période glaciaire, la fonte de la glace a supprimé la charge, ce qui a entraîné le rebond vers le haut de la surface de la Terre. Par là même, la remontée progressive de la ligne de rivage. Mais ce rebond est très lent, car pour se produire, il doit entraîner le manteau dans le mouvement. Ce dernier est, comme nous l'avons vu, un fluide très visqueux qui se déforme très lentement. La vitesse de remontée du rivage est de quelques centimètres par an, ce qui correspond à une viscosité de 10 puissance 21 pascal seconde pour le manteau, soit 100 millions de fois celle de la glace. Le manteau terrestre peut donc être considéré comme un fluide très visqueux qui se refroidit par sa surface. Un tel refroidissement pourrait avoir lieu par conduction, sans mouvement de la matière, ou par convection avec mouvement de la matière. La théorie de la mécanique des fluides prédit que la convection apparaît dans un fluide lorsqu'un paramètre physique particulier, le nombre de Rayleigh, défini comme le rapport entre vitesse des transferts thermiques par conduction et vitesse des transferts thermiques par convection, dépasse une valeur critique d'environ 1000. On peut estimer ce nombre de Rayleigh pour le manteau terrestre. On obtient qu'il est supérieur à 1 million, c'est-à-dire bien loin de la valeur limite pour la convection. Le manteau terrestre se refroidit donc par convection, ce qui implique de puissants courants de matière à l'intérieur du globe. C'est pour cela que la Terre peut être qualifiée de planète active. Mais le manteau de la Terre n'est pas un fluide convectif comme les autres. En particulier, sa rhéologie, c'est-à-dire sa façon de se déformer, est telle que les déformations à sa surface, au lieu d'être diffuses et distribuées de façon homogène, se concentrent dans des zones étroites qui définissent des plaques. C'est pour cette raison rhéologique que la surface de la Terre est divisée en grandes plaques, les fameuses plaques tectoniques. Sous l'effet de la convection à l'intérieur du manteau, les plaques se déplacent en surface les unes par rapport aux autres, dans le lent ballet de la tectonique des plaques. Or, c'est justement à la frontière des plaques tectoniques, là où se concentrent les déformations, que se trouvent les principales sources du volcanisme sur Terre.
au niveau des zones de divergence, appelées dorsales océaniques, là où les plaques s'écartent et où se forme la croûte océanique. Et au niveau des zones de convergence, appelées zones de subduction, là où disparaît la lithosphère océanique et où se forment les chaînes de montagnes. C'est cela qui fait des volcans un des marqueurs de la tectonique des plaques. Nous voici arrivés à la fin du second chapitre du MOOC. Nous avons en quelque sorte planté le décor. Nous avons introduit le cadre général de la convection terrestre et de la tectonique des plaques. C'est dans ce cadre que nous allons ensuite pouvoir replacer les principaux types de volcans. Ceci fera l'objet du prochain chapitre. Mais avant cela, je vous invite à découvrir quelques exercices d'application du cours.